Val-de-Loire en direct se poursuit, l'heure de votre JT présenté ce soir par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. C'est la grisaille qui est attendue tout au long de la journée dans nos deux départements. La minimale sera de 6 degrés et la maximale de 10 degrés demain après-midi. À la une de notre JT, le Vendômois qui accuse le coup. Quelques jours après la liquidation de Brandt, quel impact pour la ville? Avec une petite centaine d'emplois supprimés, c'est l'économie locale qui est impactée, mais c'est aussi un choc pour les habitants, vous le verrez. Nous parlerons ensuite des perturbateurs endocriniens. Une étude est actuellement menée par un chercheur de l'Université de Tours pour déterminer à quel point nous y sommes exposés. Pour cela, des centaines d'étudiants se prêtent au jeu. Et puis, nous commencerons une nouvelle série. Tout au long de la semaine, nous vous emmènerons à la rencontre de ceux qui font battre le cœur de nos villages. Pour ce premier épisode, direction Berthenay, nous irons à la rencontre d'un couple de restaurateurs pas comme les autres. Et puis, invité exceptionnel dans ce journal ce soir, le professeur Patrick Vourch. Enseignant-chercheur en biochimie et biologie moléculaire à la faculté de médecine de Tours, il est le nouveau lauréat du prix 2025 de la Fondation pour la recherche médicale, et ce pour ses travaux sur la maladie de Charcot. Nous en parlerons. Et puis notre séquence, on vous répond avec la question du soir. Hériter sans se déchirer, pourquoi anticiper sa succession change tout? On se posera la question avec notre maître Alexandre Hardy, qui sera sur le plateau dans quelques instants. Mais d'abord, Lucas, revenons sur ces manifestations des agriculteurs d'Indre-et-Loire. Nous vous avons fait vivre hier la journée de mobilisation des agriculteurs, un mouvement national qui a trouvé un écho en Touraine. Voici les images de la suite de la mobilisation. C'était hier soir. Un groupe a déversé pneus et fumier devant la préfecture, tandis qu'un autre a abandonné des pommes de terre devant l'hôtel de ville. Les agriculteurs se sont réunis pour manifester contre le Mercosur, accord de libre-échange, et contre l'abattage systématique des bovins en cas de dermatose nodulaire contagieuse. Écoutez. Il y a un cas qui se fait en Indre-et-Loire, il ne pourra pas avoir d'autre choix que d'appliquer le protocole qui est mis en place actuellement. Nous, ce qu'on voudrait, c'était étendre un peu plus ces zones de vaccination, voire la doubler, voire la tripler, pour sécuriser encore plus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de vaccins pour vacciner toute la France, parce qu'il y a 1,3 million de bovins. Et puis animaux toujours, un cas de grippe aviaire détecté en Indre-et-Loire. C'est la préfecture qui l'a confirmé. Un cas a été détecté dans la basse-cour d'un particulier près de Descartes. Tous les oiseaux de la volière ont dû être abattus et une zone de contrôle temporaire a été définie dans un rayon de 5 km. C'est le 3e cas de l'année pour le département. On va prendre la direction de Vendôme à présent, Lucas. Mais quelques jours après l'annonce de la liquidation de Brandt, les salariés ont appris hier les conditions de leur licenciement. À Vendôme, une petite centaine d'emplois seront donc supprimés. Un coup dur pour la commune et son économie. Aujourd'hui, une page se tourne pour cette marque historique du Vendômois. Voyez ce reportage, il est signé Hélène Chaplet et Arnaud Potier. Dans ce magasin d'électroménager vendômois, plus que 2 articles de la marque Brandt, cette table à induction encastrable, mais aussi ce four. Pour en savoir plus sur la disponibilité de ces articles, nous avons rendez-vous avec le directeur du magasin. À mes côtés donc, Johan, directeur du magasin, plus que 2 articles de la marque Brandt chez vous, et vous me disiez plus aucune vue sur l'approvisionnement possible à venir. Non, malheureusement, on a très peu de stock qui nous reste à notre centrale. Donc voilà, on a été obligé de vendre certains modèles d'Expo parce que malheureusement, il n'y avait plus de stock. Et là, sur le peu de modèles qui me restent en magasin, très faible quantité de stock encore en dépôt. Plus de réappro, ça c'est certain. Alors là, nous sommes pourtant devant un frigo de la marque Brandt, mais vous me dites qu'il n'est pas du tout fabriqué ici. Et non, malheureusement, si on regarde bien la plaque signalétique à l'intérieur du frigo, il est fait en Chine. Donc, comme beaucoup de produits maintenant, voilà, il restait uniquement tout ce qui était four et plaque fait à Vendôme. Après 101 ans d'existence, la marque française Brandt va bientôt disparaître des rayons des magasins, avec elle également les autres marques du groupe, Sauter, Vedette et De Dietrich. La fin également de 60 ans de présence à Vendôme, car l'usine a été construite au début des années 60. Je travaillais à la chaîne 6, enfin j'en ai fait plusieurs. Il y avait la chaîne de montage à l'époque, c'était des cuisinières, il y avait des fours. Donc, j'ai travaillé sur le montage pendant 3 mois, il y a une quarantaine d'années. On a eu Bell qui s'est un petit peu excentré dans la Sarthe. On a Thyssen qui a fermé. Là, c'est Brandt. On sait qu'il y a Bosch. On ne sait pas trop où ça va. Donc, c'est inquiétant. Oui, pour le commerce, c'est inquiétant. Pour le Vendômois, c'est inquiétant. Ah, moi, c'est très triste, parce que ça va quand même faire mal aux gens. Ça fait des familles entières. Et puis, il y a les commerçants aussi qui vont subir les conséquences. Moi, je n'ai pas personnellement de mon entourage qui travaille là-bas, mais c'est vrai que pour Vendôme, c'est une grosse perte au niveau du nombre de salariés qu'il y avait là-bas. C'est historique, Brandt à Vendôme. Donc oui, on a tous une pensée pour eux.
Parmi les pistes évoquées pour faire revivre cette usine et les machines encore sur place, la fabrication de drones. En attendant, les 93 salariés vendômois se cherchent également un nouvel avenir. On évoque maintenant un autre rassemblement, cette fois-ci au lycée Paul-Louis Courier de Tours. En fin d'après-midi, enseignants, parents et élèves se sont mobilisés devant l'établissement en cause de la possible fermeture d'une classe pour la rentrée 2026, ajouté au fait qu'aucune classe de terminale n'ouvrirait, contrairement à ce qui avait été proposé, des décisions qui pourraient se répercuter sur la qualité de l'enseignement, selon eux. Écoutez. On considère que le lycée Paul-Louis Courier a déjà assez donné en termes de moyens. C'est pas tenable pour plusieurs raisons. D'abord, c'est des conditions d'enseignement extrêmement dégradées pour nos élèves. Par ailleurs, le lycée ne peut pas accueillir beaucoup de classes avec un nombre supérieur à 34. La plupart des salles peuvent accueillir au maximum 32 ou 33 élèves. Donc on ne sait même pas comment on ferait pour organiser les emplois du temps. Enfin, ça ne peut pas aller. Retour à présent sur la mort de cet homme de 28 ans à Blois la semaine dernière. Il avait été tué en pleine rue le 10 décembre dernier. On l'apprend grâce à nos confrères de la Nouvelle République. Une information judiciaire contre X a été ouverte, et ce pour meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte dans le milieu du trafic de drogue. Allez, zoom à présent, Lucas, sur une étude menée chez nous, à Tours. Et oui, à quel point sommes-nous exposés aux perturbateurs endocriniens? Une étude scientifique menée par un enseignant-chercheur de l'Université de Tours, intitulée Projet SCAP, pourrait bien y répondre. Son objectif, sensibiliser les jeunes de la région aux effets de ces molécules chimiques et les inciter à moins s'y exposer en modifiant leur consommation. Pour cela, des centaines d'étudiants des sites universitaires d'Orléans, Bourges, Châteauroux, Blois ou encore Tours ont accepté de porter un bracelet spécial pendant une semaine. Les détails avec Faustine Luneau. Vous avez porté votre bracelet pendant une semaine, vous le remettez dans la boîte et vous le remettez dans la boîte. C'est qu'une semaine il faut le porter? C'est qu'une semaine qu'il faut le porter. Ce bracelet en silicone, chacun de ces étudiants devra en porter un 24 heures sur 24. Ils se sont portés volontaires pour participer à une étude scientifique. Le principe, mesurer leur exposition aux perturbateurs endocriniens, des molécules chimiques si semblables aux hormones naturelles du corps qu'elles peuvent perturber leur message. Moi, je souffre d'endométriose. Donc du coup, quand j'ai vu perturbateur endocrinien, je me suis dit, c'est l'occasion de savoir aussi dans mon environnement qu'est-ce qui se passe, il y a quoi, et puis faire avancer la recherche. Sûrement se rendre compte qu'on est plus exposé que ce qu'on pense, mais ça permet aussi de conscientiser un petit peu tout ça, quoi. Je pense avoir un train de vie relativement safe, mais on verra bien de toute façon. C'est assez difficile à dire, c'est des problèmes qui sont d'autant plus importants qu'ils sont invisibles. Car même si vous ne les voyez pas, ces perturbateurs endocriniens sont présents presque partout. Produits ménagers, cosmétiques, protection hygiénique, ustensiles de cuisine, alimentation ou encore certains médicaments, ils sont dans l'atmosphère et nous contaminent en permanence. C'est un bracelet en silicone, tout simple. Il va capter les polluants qui environnent ce bracelet et donc qui nous environnent nous. Donc attention, on mesure l'exposition, on ne mesure pas l'imprégnation, ce qui est dans notre corps. Or, certains sont parfois très persistants, présents jusqu'à plusieurs dizaines d'années dans notre métabolisme. Et les scientifiques les associent à des problèmes d'infertilité, aux troubles du déficit de l'attention, à des cancers hormonodépendants ou encore à certaines maladies neurodégénératives. Les fœtus en développement seraient particulièrement sensibles à leurs effets, d'où l'intérêt pour cette étude de cibler un public jeune, dont une partie aura des enfants dans les années à venir. Une des solutions pour être moins exposé, changer sa consommation, réduire le plastique et les aliments ultra transformés, par exemple. Pour constater cela, ces étudiants devront à nouveau porter un bracelet dans un an. On va essayer de voir si les étudiants volontaires ont changé certaines habitudes pour réduire leur exposition. Et si ces changements d'habitude se traduisent par une mesure avec une quantité plus faible de ces polluants environnementaux. Et le fait de comparer avant-après, et puis aussi le fait d'avoir un questionnaire en deuxième mesure, ça va nous permettre d'estimer, est-ce que sensibiliser, est-ce que ça sert à quelque chose? Après analyse de leur bracelet, les étudiants recevront leurs résultats sous forme de jauge colorée, accompagnée d'un rapport explicatif. Les chercheurs espèrent réussir à recruter entre 300 et 400 volontaires.
Alors, on va continuer de parler de nos talentueux chercheurs avec un invité exceptionnel ce soir, le professeur Patrick Vourch. Enseignant-chercheur en biochimie et biologie moléculaire à la faculté de médecine de Tours, il est le nouveau lauréat du prix 2025 de la Fondation pour la recherche médicale, et ce pour ses travaux sur la maladie de Charcot. Bonsoir, professeur Vourch. Bonsoir, merci pour l'invitation. Mais soyez le bienvenu. D'abord, félicitations à vous ainsi qu'à toute votre équipe. On va reparler de cette équipe. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que la maladie de Charcot? En quelques mots, j'imagine que c'est pas aussi simple, mais voilà, pour expliquer à nos téléspectateurs. Alors cette maladie, on la classe dans les maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Et par contre, elle est caractérisée par quelque chose de spécifique, qui est la mort des neurones moteurs. Donc dans le cerveau et la moelle épinière, ces neurones qui vont commander nos mouvements, la marche, la parole, la déglutition, mais aussi la respiration. Donc on se paralyse peu à peu. Donc voilà, toute l'avancée de la maladie, c'est une paralysie progressive qui va atteindre le corps et qui va donc conduire à des problèmes moteurs généraux, quoi. Elle est causée par quelque chose en particulier, cette maladie de Charcot? Alors, beaucoup de chercheurs de par le monde cherchent la cause. Il n'y en a certainement pas une, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, on classe les causes en deux grandes catégories. La première, la plus faible en nombre aujourd'hui, c'est à peu près 20% des causes, c'est la génétique, quand même, sur laquelle moi je travaille particulièrement. Et les 80% qui restent, pour lesquels on n'a pas de cause identifiée à ce jour, on peut y mettre aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est 3 grands facteurs. Un facteur, c'est nos caractéristiques génétiques à nous toutes et nous tous, ce qu'on hérite. La deuxième chose, c'est l'environnement. Dans notre environnement, au fur et à mesure de la vie, on va être en contact avec des polluants, des métaux lourds, différentes choses. Et la dernière chose, qui est le facteur de risque le plus important aujourd'hui, c'est l'âge. Donc c'est une pathologie qui apparaît en moyenne à 60 ans, donc la population vieillissant. Voilà. Est-ce que c'est un mal qui est curable ou que l'on peut au moins ralentir? Alors, on ne peut pas guérir aujourd'hui, malheureusement, de la maladie de Charcot, mais il y a, d'une part, on peut ralentir un petit peu l'évolution. On est loin de ralentir beaucoup, mais ralentir un petit peu l'évolution. On peut améliorer certains symptômes. Là, je parlais de respiration, par exemple, les douleurs qui peuvent apparaître au fur et à mesure de la maladie. Ça, c'est 2 choses importantes. L'amélioration de la qualité de vie. Et là, je pense qu'il faut... moi, je suis chercheur, mais tirer un grand coup de chapeau aux aidants qui sont autour des malades et à tous les professionnels dans les centres hospitaliers qui au jour le jour prennent en charge, je pense aux kinés, je pense voilà. Et après il y a les chercheurs qui arrivent qui sont là pour identifier des cibles, identifier de nouvelles thérapeutiques. Il y a actuellement beaucoup d'essais cliniques et j'espère que dans quelques temps, on pourra avoir des beaux succès. Il y a déjà des belles choses. On va en parler dans un instant. Vous avez reçu, on le disait, le prix 2025 de la Fondation pour la recherche médicale pour vos recherches sur cette maladie. Ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Et puis comment vous travaillez dessus? Vous n'êtes pas seul. Non, je suis loin d'être seul. C'est vraiment toute une équipe. Alors l'histoire a commencé en 2002 à Tours, avec 2 collègues, un neurologue, le professeur Corsia, qui est responsable du centre de coordination nationale donc à Tours sur la SLA, et le professeur Andrès, qui est chef de service de biochimie. Donc ces 2 personnes ont démarré toute l'étude, et puis après, avec une collègue, le professeur Blasco, et moi-même, on est venu étoffer l'équipe, et depuis, ce petit groupe qui s'est lui-même étoffé, travaille sur les différentes causes. Donc on travaille certains sur la clinique, mieux comprendre, d'autres sur la biochimie, d'autres moi sur la génétique, et voilà, on essaye chacun d'apporter notre pierre à la compréhension de cette maladie. Est-ce qu'il y a déjà des avancées que vous avez notées depuis 2002? Alors, dans mon domaine, pour citer que celui-là, il y a une chose quand même qui est importante de noter, grâce entre autres aux technologies, c'est qu'en 2002, il y avait un gène connu dans cette maladie, je vous parlais de facteur génétique tout à l'heure, un gène identifié en 93, et d'un coup, grâce aux technologies, dans les années 2010, on est arrivé à découvrir des nouveaux gènes. Aujourd'hui, on est à une trentaine de gènes. Effectivement. Donc une trentaine de gènes, c'est autant pour les chercheurs de causes spécifiques qui vont permettre d'aller cibler via des nouvelles thérapeutiques ces causes particulières de SLA. Alors, très rapidement, donc ce prix s'accompagne d'une dotation de 40 000 € qui va permettre de poursuivre les recherches. Notamment, à quoi ça va servir en quelques mots? Quelle est la prochaine étape dans la recherche? J'imagine évidemment qu'il y a beaucoup d'axes encore qui restent à explorer. Là, directement, la prochaine étape, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, ce prix Fabrice Lemouaer, qui est donné par des mécènes, par une famille de mécènes en réalité. Donc, je remercie grandement la Fondation pour la recherche médicale pour ce prix, parce qu'elle récompense une équipe, comme on l'a dit, mais elle va nous permettre aussi de continuer un projet de recherche pour mieux comprendre les liens entre la clinique et la génétique.
Et pour ça, je vous parlais de technologie qui évolue, mais on a aussi des jeunes à former. Et donc ce prix va aussi servir à former des jeunes médecins, jeunes scientifiques, pour prendre le relais. Hein. Il faudra bien, effectivement. Merci, professeur Patrick Vourge, d'être venu nous voir sur ce plateau. Et félicitations encore. Merci à vous. Merci de votre présence sur ce plateau ce soir. Il est temps de commencer notre nouvelle série de la semaine baptisée L'âme du village. Et oui, tout au long de la semaine, nous vous emmènerons à la rencontre de ceux qui font battre le cœur de nos villages. Pour ce premier épisode, direction Berthonnet, pour passer à table. Un couple a en effet repris, ça vous fait marrer, mais vous allez voir, vous allez adorer. Un couple a repris le restaurant de la commune pour proposer aux habitants d'être reçus comme chez eux. Voyez ce beau reportage qui vous mettra à coup sur l'eau à la bouche, et il est signé Léa Turquier et Arnaud Potier. Aujourd'hui, nous partons en direction de Berthonnet, petite commune de la métropole tourangelle. On trouve là-bas le restaurant Au bout du monde, véritable lieu de vie de la commune. On part tout de suite. Ça y est, nous sommes arrivés au bout du monde. Je vais aller retrouver Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je dresse mes tables. On est au restaurant de Berthonnet, le seul. Nous, ça fait 3 ans qu'on est là. Pourquoi vous avez choisi de venir à Berthonnet? Eh bien, parce que c'était notre restaurant d'amoureux avec mon mari. Voilà, on venait souvent manger ici et quand on a su qu'il était à vendre, eh ben, on a tout fait pour l'avoir. On a beaucoup d'habitants qui viennent pour partager une grande planche, voilà, entre amis, en famille. Et généralement, les gens nous disent qu'ils se sentent comme chez eux. Je vais retrouver Alexandre qui gère aussi le restaurant avec Sandrine. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, quel type de cuisine est-ce que vous proposez ici? Ici, c'est de la cuisine brute. Donc, ce qu'on appelle la cuisine brute, en fait, c'est une cuisine sans chichi, sans déco. Il n'y aura pas plus de 5 ingrédients en fait dans l'assiette, quoi. Parce que on achète des bons produits, on n'a pas forcément besoin de beaucoup les modifier. Et vous proposez aussi des planches à partager? C'est vraiment des grosses planches pour minimum 6 ou 8. On en fait pour 10 ou 12. Et sur des thèmes différents, mais celle qu'on vend le plus, c'est la planche des copains pour le côté convivial, quoi. Comme à la maison, entre potes, en famille, ou voilà. Tout ça, ça nous a donné l'eau à la bouche, donc nous aussi, on a décidé de passer un petit moment convivial au bout du monde. Allez, place à notre rubrique On vous répond avec notre invité ce soir, maître Alexandre Hardy, notre notaire. Pour répondre à cette question, hériter sans se déchirer, pourquoi anticiper sa succession change tout? Bonsoir maître. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Alors aujourd'hui, une succession sur 2 donne lieu à des tensions familiales, parfois à des conflits durables, parfois même à des procès entre frères et sœurs. Et pourtant, dans la majorité des cas, cette situation aurait pu être évitée. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples et c'est précisément là que le notaire que vous êtes est utile. C'est quoi le problème déjà de base? Très bonne question. Le problème de base, c'est que beaucoup de personnes pensent que leurs successions seront réglées automatiquement après leur décès, puis qu'il n'y a pas grand-chose à organiser en fait. Mais le problème, c'est que ces personnes-là ont raison. C'est-à-dire qu'en cas de décès, la succession est effectivement réglée automatiquement. Et le problème, c'est que cet automatisme-là est parfois un peu trop rigide, un peu trop rigoureux et ne tient surtout pas compte des sentiments des héritiers qui restent. Donc votre rôle, vous, c'est d'anticiper tout ça avec les familles? Oui, il y a des outils qui existent, qui sont très traditionnels. On en a parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. Aujourd'hui, on ne va pas être très technique. L'idée, c'était de faire une intervention de fin d'année qui remette un petit peu les choses à plat. Parmi les grands outils traditionnels, on a par exemple le testament, qui permet de choisir ses héritiers et de protéger ses proches. On a également le régime matrimonial qui peut faire l'objet d'aménagements, de clauses particulières qui permettent de protéger le conjoint en cas de décès, le conjoint survivant. Et puis on a bien sûr cet outil qui est vraiment le pacte familial par essence, qui s'appelle la donation-partage. C'est quoi ? C'est une donation qui a pour vocation de partager ce qui est donné entre les enfants, une fois pour toutes, du vivant de celui qui fait la donation. Et l'idée, par exemple, c'est d'éviter que les enfants se disputent entre eux au décès quand il faut choisir qui garde quoi. Et là, on le fait tous ensemble, du vivant de la personne. Autre intérêt de la donation-partage, on fige la valeur de ce qu'on donne. Quand vous avez plusieurs enfants auxquels vous donnez la même somme, rappelez-vous que la donation est réévaluée au décès en fonction de ce que chaque enfant a fait de la somme qu'il a reçue. Et ça peut être un gros problème quand vous avez un enfant plus précautionneux, plus fourmi que les autres et qui fait des investissements qui prennent de la valeur. Et au décès, la donation est réévaluée avec la plus-value qu'il aura obtenue. Et donc il a moins que les autres dans la succession pour compenser ce qu'il a eu en plus, en fait, par sa propre précaution, si vous voulez. Et le problème, c'est que ça génère des tensions, c'est des bombes à retardement.
Voilà. Pardon. Ce qu'on comprend ce soir, c'est qu'il y a une réflexion à avoir et le mot à retenir, c'est vous qui me l'avez dit en préparant cette interview, anticiper. Et oui, parler du décès, de la succession, c'est pas être pessimiste, c'est être responsable et éviter de laisser à ses enfants des bombes à retardement, comme je disais tout à l'heure. Donc là, les fêtes de Noël arrivent, c'est l'occasion aussi d'évoquer ce sujet parmi tant d'autres. Bah oui, mais c'est vrai. Joie. C'est vrai. Joie et partage. On voyait les planches au restaurant du bout du monde à partager. On peut en parler autour. On peut en parler autour gentiment. C'est quand tout va bien qu'il vaut mieux prévoir le pire, parce que là, on peut mettre les choses à plat sans toutes ces tensions qui bloquent tout à la fin. Merci, Maître Alexandre Hardy, d'être venu en plateau. Bonne fête de fin d'année. Merci, vous aussi. Et puis, vous aurez quelques sujets de discussion peut-être autour d'un bon repas de Noël. Merci en tout cas. Merci, Lucas. Merci à vous, Aurélien. Merci, Alexandre Tout Hardy. va bien se passer, tout va bien. Bonne soirée à vous, avec le sourire, et on se donne rendez-vous demain. Faustine Luneau sera là. Eh ben, encore mieux, 17h50, Val de Laurent en direct à demain.